Bonsoir et bonjour à tous et à toutes les internautes. Je voudrais passer un message dans cette vidéo qui ne sera pas la première, mais ça sera une vidéo. Je voudrais pas faire des vidéos de 30 minutes, mais juste 10-15 minutes maxi. Et, et je vais diviser ça, voilà, par épisode, hein, ou par chapitre. Voilà, le premier, le deuxième, etc. Pour pouvoir donner un fil conducteur et pour qu'il y ait une certaine logique et hiérarchie dans mes propos. Et dans ce que je vais dire, je vais appeler, hein, Brzezinski, qui est un politicien, un stratège américain qui a travaillé avec le président américain Jimmy Carter. Voilà. Et donc, lui, il parle de la géostratégie. Pourquoi je veux parler de la géostratégie? Eh bien, c'est parce que, en tant que panafricains, nous avons le devoir de comprendre comment fonctionne la politique internationale pour pouvoir euh, apporter des solutions efficaces dans toutes nos entreprises, dans tout ce qu'on veut faire, des révolutions, des changements, chasser les dictateurs au pouvoir, etc., des soulèvements populaires. Eh bien, il faut qu'on comprenne d'abord ce que c'est que la géopolitique et comment elle fonctionne. Parce que tant qu'on ne l'aura pas compris, eh bien, on ne fera que euh, mener des actions qui n'aboutiront pas, qui n'apporteront rien, en tout cas rien pour la résolution des problèmes de notre très cher continent. Moi, je parle de l'Afrique en général et du Congo-Brazzaville en particulier. Mais bon, les pays subsahariens, on va dire, ils ont les mêmes problèmes. Donc voilà, les problèmes qu'on a au Congo, on les trouve en RDC, on va les trouver au Togo, on va les trouver au Gabon, en Centrafrique, etc. Et donc, ici, il faut qu'on comprenne comment fonctionne la géopolitique mondiale. Alors, et tant qu'on a compris ça, quand on aura compris ça, on saura comment s'y prendre pour pouvoir apporter des solutions efficaces à nos problèmes. Je voudrais d'abord rappeler de prime abord qu'il n'y a aucun pays en dehors des États-Unis et de la Russie qui ne soit indépendant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays au monde qui soit totalement ou absolument indépendant. Alors, la superpuissance unique que sont les États-Unis est le pivot géopolitique mondial et l'arbitre d'une Eurasie dont les zones économiques majeures sont à l'ouest la communauté européenne et à l'est l'Asie orientale qui est en rapide expansion. Je veux commencer par là. Pourquoi? Parce que c'est la zone clé, la zone fondamentale pour vous faire comprendre que l'Afrique, l'Amérique latine ne sont que marginales dans ce système mondial, dans ce système politique, politico-économique mondial. Alors, donc ici, la zone clé, c'est l'Eurasie. Vous savez, l'Eurasie, c'est rassemble l'Europe et l'Asie. Hein. En histoire, géo, c'est ce qu'on nous a expliqué. Voilà. Donc l'Eurasie constitue un foyer, constitue le socle même de la géopolitique mondiale. D'accord. Et donc,
l'Eurasie constitue évidemment, comme j'étais en train de le dire, ce grand échiquier où vivent, on va dire, quasi 80% de la population mondiale, où se trouve la majeure partie des ressources, y compris l'Afrique aussi, ainsi que, on va dire, les 2 tiers de la production mondiale. Donc on trouve la plus forte concentration de la population en Eurasie, et puis c'est la zone qui regorge aussi beaucoup de richesses. Voilà. Et pour que la suprématie américaine se prolonge, parce que les Américains ont cette obsession de la suprématie, parce que vous savez, depuis 1991, la fin de la guerre froide, avec la chute du mur de Berlin, etc., il y a eu un affaiblissement de la Russie, de l'URSS. Alors, les États-Unis sont restés la superpuissance mondiale, l'arbitre mondial. Vous voyez? Et donc, et les Américains luttent toujours pour que cette suprématie se prolonge, pour que cette suprématie soit quasi éternelle. Donc voilà pourquoi, pour que cette suprématie américaine se prolonge, il faut éviter qu'un État ou qu'un groupe d'États ne puisse devenir, on va dire, en quelque sorte hégémonique sur la masse eurasiatique. Donc que les États-Unis soient la seule puissance, superpuissance dans cette zone-là. À cet égard, les politiques des États-Unis ressemblent à celles de la Grande-Bretagne on va dire au 19e siècle, non, soucieuse de se laisser, plutôt de ne laisser aucun, on va dire, aucun État européen devenir dominant. Celle-ci, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne, s'alliait au 19e siècle, s'alliait avec les États qui se sentaient menacés par l'ascension d'un rival trop puissant sur le continent. Alors, l'auteur du Grand Échiquier, Brzezinski, c'est un nom qui sonne un peu fort, lui dégage dans son livre Le Grand Échiquier un certain nombre d'acteurs géostratégiques essentiels qui sont la France, l'Allemagne, n'est-ce pas, et la Russie en Europe. Ça sont les principaux acteurs en Europe, donc la France, l'Allemagne et la Russie. Les deux premiers, c'est-à-dire la France et la Russie, étant les locomotives politiques et économiques de la communauté européenne. Alors, l'Europe ne sait pas, écoutez ça très bien, l'Europe ne sait pas, on va dire, ne sait pas fait contre les États-Unis, mais avec les États-Unis. C'est-à-dire que la construction européenne n'a pas été réalisée contre les États-Unis, mais plutôt avec les États-Unis. D'accord? Ainsi que l'indiquait déjà à l'époque l'extension de l'OTAN à 3 pays qui, en quelque sorte, furent naguère
membres du pacte de Varsovie, n'est-ce pas, qui sont la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Donc cette extension-là consistait, c'est-à-dire que l'insertion de ces pays-là, qui faisaient partie de l'Union, du pacte de Varsovie, c'est-à-dire que qui étaient liés directement à l'URSS, donc fait que cela puisse contribuer à l'affaiblissement de la Russie, c'est-à-dire à, euh, à dépiécer un peu l'Union soviétique pour affaiblir la Russie. Quant au leadership de l'Europe, Washington préfère qu'il soit encore ou qu'il soit exercé fondamentalement par l'Allemagne plutôt que par la France. On ne sait pas pour quelle raison. C'est-à-dire que les Américains ont décidé que le leadership de l'Europe soit exercé ou mené par l'Allemagne et non par la France. Donc ici, c'est pour vous dire que l'influence américaine s'étend dans tout le monde entier. L'influence américaine s'étend en Europe. Mais pourquoi? C'est stratégique. Parce que vous savez que au 18-19e siècle, les puissances, les plus grandes puissances furent la Grande-Bretagne et puis la France. Et donc, ils ont mené une politique impériale où ils ont conquis des terres et des colonies qui leur appartenaient. Donc, les États-Unis, déjà au sortir de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils intervinrent pour libérer la France et l'Europe, ils ont pris l'ascendant à partir de là. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Europe est devenue subalterne aux États-Unis, vous savez, avec le plan Marshall, non, pour essayer de sortir l'Europe de la crise, etc. Mais quant à la Russie, malgré sa puissance nucléaire, elle subit un recul catastrophique. Les États-Unis semblent et ils s'emploient à détacher de l'empire russe ce qu'on dénomme aujourd'hui à Moscou l'étranger proche. C'est un concept qu'on utilise en Russie comme ça, en qualifiant d'étranger proche, c'est-à-dire que tous ces États qui faisaient partie de l'Union soviétique, mais qui, par des stratégies, des stratagèmes américains, on fait tout pour essayer de casser cet empire. Voyez-vous, quand on parle, vous vous souviendrez de l'affaire de l'Ukraine, ce qui s'est passé en Ukraine. Mais tout ça, c'est juste pour contribuer à l'affaiblissement de la Russie, car l'Ukraine est un pays fondamental pour la Russie. Voyez-vous? C'est-à-dire, ce concept de l'étranger proche, ce sont les États qui, autour de la Fédération de Russie, constituaient l'Union soviétique. À cet égard, l'effort américain porte vers trois régions clés. L'Ukraine, essentielle avec ses plus de, on va dire, 52 millions d'habitants, et dont le renforcement de l'indépendance rejette ipso facto la Russie à l'extérieur ou à l'extrême plutôt est de l'Europe et la condamne en même temps à n'être plus dans l'avenir qu'une puissance régionale. Et il y a aussi l'Azerbaïdjan
qui est riche en hydrocarbures, où les investissements pétroliers américains sont considérables depuis 1991. Ouverture sur la mer Caspienne et chaînant entre l'Asie centrale et on va dire la mer Noire. Non, j'ai pas la carte sur moi pour essayer de vous montrer, mais si vous allez sur Internet, vous cherchez la carte, vous allez voir un peu pour comprendre un peu ce que je suis en train de vous expliquer. Et donc, entre l'Asie centrale et la mer Noire, en passant par la Géorgie et entre la Turquie et le Caucase Nord, pour plus de précision. Enfin, l'Asie centrale musulmane, qu'il s'agit de, on va dire, de désenclaver afin de véhiculer, comprenez ceci. Alors, il s'agit de désenclaver, c'est-à-dire qu'il faut désenclaver l'Asie centrale, n'est-ce pas, afin, et le Caucase, c'est-à-dire que on prend l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Turkménistan, etc. N'est-ce pas? Et donc, essayer de désenclaver afin de véhiculer vers l'ouest ou vers le sud par l'Iran du gaz et du pétrole du Turkménistan et du Kazakhstan, sans pourtant passer par la Russie. Ça, c'est la plus grande bataille. C'est-à-dire que comme tout le pétrole qu'il y a en Azerbaïdjan, au Turkménistan, au Kazakhstan, etc., en Iran, doit transiter par la Russie, eh bien, les Européens veulent éviter cela parce qu'il faut comprendre que le gaz et le pétrole, on va dire 70% du gaz et du pétrole de l'Europe quitte la Russie, c'est-à-dire transite par la Russie. Et vu que la Russie est en train, et depuis longtemps, est l'ennemi juré des Américains ipso facto de l'Europe, donc il faut essayer de l'isoler, de la couper de toutes ces fournissages de gaz et de pétrole pour qu'ils dépendent directement de ces pays. C'est-à-dire que de l'Azerbaïdjan, du Turkménistan, du Kazakhstan, de l'Iran, etc. Voyez-vous? Et l'état clé de la région sur le plan politique est l'Ouzbékistan. En effet, la Turquie comme allié, l'Iran comme adversaire, parce que l'Iran collabore avec la Russie et la Syrie aussi, voyez-vous. Et donc, par rapport à tout ça, on fait de l'Iran l'ennemi. Et donc, on voit bien que ici, il s'agit de la géostratégie, c'est-à-dire que occuper certains territoires pour faciliter l'extraction du gaz et du pétrole qui alimentent l'Europe et les États-Unis. Donc, par rapport à ça, nous comprenons que sans la géopolitique, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'économie. En Asie, les États pivots sont la Chine, l'Inde, le Japon et aussi l'Indonésie. L'importance stratégique de on va dire, l'importance stratégique de la Corée du Sud ne doit pas être sous-estimée, d'autant qu'une Corée réunifiée modifierait
l'équilibre régional. Donc les États-Unis font de leur mieux de ne pas, font de leur mieux pour que la Corée ne soit pas réunie, qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des divisions, parce que ça les arrange. Dans cette optique, l'alliance avec le Japon et la Corée du Sud sont essentielles. Le rôle d'arbitre des États-Unis est assuré malgré la montée en puissance de la Chine. Il lui faudra encore, c'est-à-dire qu'à la Chine, un peu de temps pour qu'elle devienne une véritable, on va dire, une véritable puissance, car la Chine est considérée comme un rival par excellence. Et ces empêchements, c'est-à-dire que les États-Unis essaient de faire de leur mieux aussi, de couper, d'essayer de réduire un peu l'extension et l'influence de la Chine, surtout en Afrique, pour qu'ils soient les seuls, avec l'Europe, à bénéficier de toute la richesse du sous-sol africain. Et les États-Unis, à vrai dire, ne se préoccupent pas, en effet, de l'Amérique latine, du Cuba et de l'Afrique, parce que ces pays sont marginaux en termes de rapport de force. Voilà là où il y a le problème. C'est-à-dire que nous, Africains, nous, en termes de rapport de force, nous sommes faibles. On ne peut pas avoir un rapport de force ni avec la France, ni avec l'Allemagne, ni avec la Grande-Bretagne, ni avec les États-Unis, ni avec la Russie, ni avec la Chine, ni avec la Corée. Parce que, ni avec le Brésil, ni avec l'Inde, parce que nous n'avons rien. Mais dans ce rapport de force marginale existant entre l'Afrique, l'Amérique latine, le Cuba, etc., face à ces grandes puissances, il est aisé de constater que les politiques des USA se sont améliorées récemment dans ces zones-là, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique latine et puis le Cuba, tandis que celle de la France, après quelques décennies de domination, s'érode rapidement par rapport à la politique que les Français, les politiques que les Français imposent en Afrique surtout. Et dans ces conditions, les États-Unis ont, on peut dire, les États-Unis qui ont nombreux alliés, ont-ils besoin de partenaires? C'est un point, c'est une question, c'est un point d'interrogation. Mais Brzezinski, dans son livre Le Grand Échiquier, semble croire qu'un tel partenariat devrait être constitué avec l'Europe. L'Europe, nous dit-il, au sens large, est on va dire, est une civilisation commune issue d'une commune tradition chrétienne. Ce qui ne les empêche pas de suggérer que les États-Unis devraient, en quelque sorte, peser pour faire entrer la Turquie, qui est aussi un État pivot dans le marché commun, c'est-à-dire que dans l'Union européenne, n'est-ce pas? Et grosso modo, la conséquence stratégique en serait un renforcement accru de l'influence américaine sur l'Europe
de demain. Et pour cela, souvent, le président turc, le dictateur turc, essaie de mener des politiques d'intimidation sur l'Europe en disant, bon, écoutez, si vous ne me faites pas entrer dans l'Union européenne, je laisserai passer des migrants, etc., pour essayer un peu de faire partie de ce, on va dire, de cette communauté européenne. Mais la question est en train d'être examinée parce que c'est la volonté des États-Unis, voyez-vous. Et pour cela, une partie délicate aux conséquences importantes se joue depuis quelques années dans la zone que Brzezinski dénomme les Balkans d'Eurasie. C'est-à-dire que cette zone des pays qu'on venait de citer de l'Eurasie, la Turquie, c'est-à-dire que la Turquie, le Caucase, l'Iran, l'Afghanistan, l'Asie centrale, et puis, on va dire, la région, surtout aux problèmes ethniques complexes, mais dont la Russie devra être graduellement repoussée. C'est-à-dire qu'il faut chasser la Russie de ces territoires-là pour que les Américains aient le monopole de l'exploitation de toute richesse. Voyez-vous? Mais de l'ensemble de l'Eurasie, l'Asie orientale reste à terme la zone la plus difficile à manœuvrer. Beaucoup dépendent de la nature, des relations avec le Japon et surtout le Japon de demain, et du devenir, on va dire, en quelque sorte, de l'ensemble, n'est-ce pas, coréen, de la croissance globale de la Chine et de la montée éventuelle de l'asiatisme. C'est-à-dire que, etc. C'est-à-dire que les Français veillent à cela, voyez-vous. Mais des difficultés vont vite surgir avec la Chine et ou la Russie ou l'Iran. Donc le plus probable à l'avenir en ce qui concerne la Chine est qu'elle s'abstiendra de toute action de force afin de ne pas inquiéter ses voisins. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agira de créer des troubles en Corée, je sais pas, et dans d'autres pays, surtout dans la zone de l'Eurasie, la Chine ne sera pas d'accord.